Alice Cordier. Bonjour. Est-ce que tout d'abord, vous pourriez vous présenter et m'expliquer un peu quel est votre collectif Némésis? Tout à fait. Alors, je m'appelle Alice Cordier, j'ai 26 ans, je suis directrice générale du collectif Némésis. Pour parler très rapidement de moi, j'ai une formation dans le social et je fais partie d'une génération de jeunes femmes qui a connu le harcèlement sexuel assez jeune, notamment au niveau de l'adolescence. Et aujourd'hui, toute ma génération finalement connaît cela. Ce qui m'a menée à vouloir m'engager pour la cause des femmes, pour une cause féministe, mais pas un féminisme tel qu'on l'entend aujourd'hui, tu sais qu'aujourd'hui les mouvements féministes sont gangrénés par une extrême gauche, par une idéologie très forte. Et moi, je voulais retourner à quelque chose de plus sain et aussi à quelque chose de plus factuel. Donc, on a décidé avec 5 autres jeunes femmes de créer le collectif Némésis, qui est une association féministe qui dénonce les violences faites aux femmes, les vraies violences, qui se base sur des chiffres, sur des faits et non pas sur de l'idéologie. Notre manière de nous faire connaître passe par des actions d'agit-prop, des happenings médiatiques, on l'appelle comme on veut. Et nous avons une certaine influence sur les réseaux sociaux depuis maintenant 4 ans. Vous dites on a voulu créer un nouveau féminisme. Qu'est-ce que vous entendez par là? Quelle est votre différence avec les organisations féministes qui existent déjà? Vous savez, moi, j'ai été vraiment marquée assez jeune par le fait que beaucoup de mouvements féministes semblaient parler de certaines violences, notamment quand l'agresseur était l'homme blanc, cis, dominateur, hétérosexuel. Là, elles parlaient beaucoup, on l'a vu avec l'affaire MeToo, mais quand l'agresseur changeait un tout petit peu de profil, là, tout de suite, on ne les entendait plus du tout. Moi, j'ai été victime majoritairement d'hommes issus de l'immigration africaine et maghrébine. Le harcèlement sexuel est majoritairement réalisé par ce profil d'hommes, malheureusement. Et je n'ai pas eu d'oreille attentive pour écouter à ce moment-là l'adolescente que j'étais et qui subissait ça au quotidien. C'est arrivé à ma petite sœur, c'est arrivé à d'autres femmes dans mon entourage et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait quelque chose de systémique, en fait. Que c'était pas juste une simple expérience de quelques femmes parmi d'autres, que c'était vraiment global et qu'il y avait une sorte de choc culturel finalement en France et que les femmes en étaient les premières victimes, notamment dans la rue. Et ça, j'avais pas d'association qui en parlait, voire même si elle n'essayait pas de le cacher. Moi, j'ai été vraiment profondément marquée par l'affaire Mila, cette jeune femme qui a été menacée de mort et complètement mise au pilori parce que elle avait parlé de l'islam. Et c'est vrai que à ce moment-là, on n'a pas vu non plus les associations féministes se mobiliser pour elle. Je me souviens aussi de Caroline Dehaas, qui est, je le rappelle, la présidente de l'association Nous Toutes, une association très importante qui milite contre les violences faites aux femmes, l'une des plus grosses françaises en fait finalement, qui est subventionnée par l'État et qui, quand on lui demandait comment répondre à ce harcèlement sexuel systématique, nous répondait qu'il fallait élargir les trottoirs. Et c'est vrai que toute cette omerta finalement autour de la question des violences faites aux femmes, autour de ce que moi je considérée comme une véritable violence dans la rue, n'était pas reconnue par les féministes. Et voilà, avec d'autres jeunes femmes, on avait fait ce constat-là et on a décidé de monter notre association pour dénoncer des choses beaucoup plus concrètes et ne pas être arrêté par un agenda politique. Ça, c'était vraiment quelque chose d'important. Ne pas se revendiquer d'un parti, ne pas se revendiquer d'une idéologie telle qu'elle soit, et de vraiment tout dénoncer. Donc nous, on va aussi bien dénoncer le féminicide qui va avoir lieu au fin fond de la campagne par René qui tue sa femme avec son fusil, que le harcèlement sexuel qui va concerner les femmes et qui est majoritairement pratiqué par des étrangers. Quelles sont les valeurs féministes que vous prenez? Les valeurs féministes que nous on prône, nous on s'est revendiqué d'un féminisme dit identitaire. Alors c'est un terme qui est un petit peu galvaudé parce que il peut renvoyer à une certaine idéologie, mais nous on n'a pas voulu l'utiliser comme ça en fait. Nous quand on s'est lancé, on s'est dit, nous le féminisme dont on veut parler, c'est un féminisme qui va concerner les femmes françaises, parce que on sait qu'aujourd'hui il y a un féministe qui est un peu qui voudrait faire parler au nom de toutes les femmes du monde entier, et je pense profondément qu'il y a certains problèmes qui vont ne concerner que les femmes françaises, et de toute façon je n'ai pas la prétention de vouloir parler au nom des femmes du monde entier, puisque je ne connais pas le problème d'une femme africaine ou d'une femme en Asie, et du coup c'est vrai que nous on a voulu vraiment se centrer plus sur du local, parler de ce que nous on connaissait, le harcèlement sexuel, les violences conjugales, les violences gynécologiques, c'est des choses qui existent en France, et ne pas en fait essayer de jouer sur plein de terrains différents. Donc nous on est sur un féminisme local, identitaire, qui renvoie à notre identité. Je suis une femme française, on va parler des violences que subissent les femmes en France. Est-ce que vous vous battez encore pour l'égalité homme-femme? Et si oui, à quel niveau?
Alors, on considère qu'au niveau de la loi, l'égalité homme-femme a été totalement atteinte. On a les mêmes droits, vous et moi, et c'est tant mieux. Et on remercie les femmes qui se sont mobilisées avant, on remercie les militants aussi du passé qui ont pu permettre cela. Il y a encore pas si longtemps, finalement, pour ouvrir un compte en banque, il fallait avoir l'accord de son mari, ce n'est plus le cas, et on est très heureuse de pouvoir en bénéficier aujourd'hui. En revanche, je pense qu'il y a de nouvelles formes d'inégalité qui n'existaient pas avant et qu'on voit arriver, notamment avec l'immigration. Je m'explique par le fait qu'on a aujourd'hui une forte immigration maghrébine d'Afrique subsaharienne qui arrive, avec une majorité d'hommes. L'immigration illégale amène en tout cas une majorité d'hommes. Qui ont été couvés à une culture qui est, selon moi, en opposition totale avec notre culture occidentale. On a une culture assez patriarcale, où les femmes n'ont pas du tout les mêmes droits qu'en France. Et c'est vrai que ce sont des hommes qui arrivent là, qui ne sont pas forcément sensibilisés à notre culture, qui ne viennent pas d'ailleurs pour nous ressembler forcément, mais peut-être plus pour des acquis sociaux. Et à ce titre, ils ne vont pas prendre le moule du français, des valeurs françaises. Et c'est ce que nous, on ressent en tout cas dans l'espace public. On ressent une certaine... voilà, aujourd'hui, les femmes ne peuvent plus se promener comme elles le souhaitent. Elles peuvent plus sortir dans la rue comme elles le souhaitent, ne plus s'habiller comme elles le souhaitent. Elles sont obligées de programmer le trajet qu'elles vont utiliser pour éviter les coins où elles pourraient se faire harceler ou agresser, puisque parfois l'un mène à l'autre. Aujourd'hui, il existe des applications qui montrent aux femmes les endroits à éviter. On en arrive quand même à là. Aujourd'hui, on retrouve des tutos sur comment appréhender une agression, comment éviter une agression, quelle ligne de métro est la plus dangereuse pour les femmes. Enfin, on arrive à quelque chose où il y a une systématisation de la violence dans l'espace public, avec des solutions qui sont proposées, des solutions à court terme, parce que des applications n'empêcheront malheureusement pas une agression. Mais on voit bien que les femmes n'ont plus la possibilité de se mouvoir dans l'espace public comme avant. Donc je pense que on arrive à de nouvelles formes d'inégalité. Et puis, il y a bien sûr, évidemment, le fait que, voilà, il existe encore des violences conjugales. Beaucoup de femmes encore tombent sous les coups de leur conjoint, et ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment combattre encore, continuer à le faire, mais ma rhétorique est la suivante, heureusement toutes les femmes ne sont pas victimes de leur conjoint, mais toutes les femmes sont victimes du harcèlement sexuel, ça c'est un fait. L'un de vos principaux combats, c'est l'immigration, du coup, et ce que vous appelez l'islamisme. Est-ce que c'est vraiment, aujourd'hui, des critères cruciaux pour vous dans cette lutte pour l'égalité sociale entre les hommes et les femmes ? Oui, je pense que c'est quelque chose d'essentiel et c'est peut-être un des enjeux principaux aujourd'hui notre société. On sait que il y a des revendications d'islam politique qui se mettent en place aujourd'hui en France. On l'a vu avec la question de l'abaya, on l'a vu avec la question du niqab, du burkini, enfin, de plus en plus, on voit des choses arriver, et si on revient quand même aux faits, il y a des femmes en France qui se battent pour être couvertes. On en arrive quand même là. Et alors, beaucoup de féministes, notamment de gauche, voilà, qui appartiennent à une certaine classe politique, on va dire, considèrent que c'est une liberté. Moi, je pense que ce n'est pas une liberté que d'ouvrir des droits pour encore plus couvrir les femmes, encore plus les cacher, alors que ça ne correspond pas du tout à notre système de valeurs occidental. Donc oui, moi je pense qu'il y a vraiment un enjeu à ce niveau-là. L'islamisme est arrivé par la question migratoire. Voilà, la France n'est pas musulmane initialement. Et donc oui, je pense que ça fait partie des enjeux d'aujourd'hui qui vont être vraiment à combattre. On sait aujourd'hui que, par exemple, 62% des agressions sexuelles dans les transports en Île-de-France sont le fait d'étrangers, à majorité africaine. On sait aussi que les agresseurs africains, à taux égal, sont 3 fois plus représentés que les agresseurs français de souche. C'est quelque chose qui est énorme dans les violences sexuelles. Et donc oui, il y a vraiment un véritable enjeu à ce niveau-là qui se met en place et qu'il va falloir combattre. Vous parlez beaucoup des dissonances que vous avez avec les autres organisations féministes, mais est-ce que vous en avez quand même des similitudes ? Il y a une similitude, c'est que nous, ce qu'on souhaite, et je pense qu'elles le souhaitent vraiment aussi, mais je ne suis pas sûre qu'elles le font de la meilleure façon, c'est améliorer le quotidien des femmes. Ça, c'est évident. Personne, je pense,
homme comme femme, féministe ou pas, ne veut continuer de voir des femmes tomber, ne veut continuer de voir la liste des femmes décédées s'étendre. Personne ne veut voir non plus sa sœur rentrer en pleurant parce qu'elle s'est fait frotter dans les transports. Enfin, je veux dire, notre objectif commun, il est quand même d'améliorer la condition des femmes. Le problème, moi, c'est quelque chose que je reproche profondément à ce que je dirais le néo-féminisme, en fait, finalement, c'est que elle rentre dans une opposition homme-femme. Et pas qu'une opposition homme-femme, c'est une opposition femme homme contre homme blanc. Parce que la question, elle est là. Quand il s'agit d'un agresseur extra-européen, elle n'en parle pas. Et je trouve ça extrêmement dangereux parce qu'il faut quand même le rappeler. La majorité des femmes ne tombent pas sous le coup de leur mari. En France, aujourd'hui, il y a des choses qui se passent très bien. Tout comme la majorité des étrangers ne sont pas des harceleurs de rue, et il faut le rappeler aussi. Mais il n'empêche que la différence, si vous voulez, que moi je vais faire, c'est que l'étranger agresseur, on peut le renvoyer chez lui. Le français agresseur, on ne peut pas le renvoyer chez lui. La vraie différence, elle est là. Voilà. Mais je pense que oui, on a quand même un objectif commun, mais on ne l'appréhende pas du tout de la même façon. Mais elles, je pense qu'elles ont... je le vois pour avoir discuté avec beaucoup d'entre elles. Beaucoup de féministes aujourd'hui, de néo-féministes, c'est aussi des jeunes femmes qui ont été blessées, qui ont trouvé, par le biais d'une féministe connue, telle que Caroline de Haas, une idéologie à laquelle se rattraper. Et elles font du militantisme une forme de thérapie, finalement. Et je pense que c'est là où c'est dangereux. Moi, je pense que pour militer et pour vraiment traiter des problèmes aussi graves que cela, il faut avoir la tête froide et il faut traiter les sujets de façon raisonnable. Il y a beaucoup de féministes, comme vous dites, de gauche, qui ont aussi changé d'avis. Je pense notamment à Dora Muto ou à Marguerite Stern. C'est vrai. Quel est votre avis sur ces féministes ? Ça me réjouit de voir qu'il y a encore de l'honnêteté intellectuelle à gauche. De voir qu'il y a des femmes qui sont capables d'avoir ce courage de aller concrètement à l'encontre de leur famille politique, de leur milieu, de se mettre à dos un certain nombre de personnes pour leurs opinions. Je trouve ça incroyable. Marguerite Stern le disait d'ailleurs que en off, elle se le disait que beaucoup d'agresseurs étaient étrangers, elle se le disait ces choses-là, mais elle n'osait jamais l'assumer. Aujourd'hui, elle l'assume. Et je trouve ça vraiment, je pense que c'est vraiment un symbole très intéressant pour la suite, puisque ça va peut-être permettre de déculpabiliser le discours que de montrer que non, voilà, nous, aujourd'hui, moi, mon association, on est traité de facho quand même, ou de raciste, parce qu'on dit ça. Mais de voir aussi que des personnes venant de la gauche, venant d'un milieu à l'opposé, finalement, commencent à tenir ce propre discours, je trouve ça extrêmement encourageant et je trouve que c'est une très bonne chose. Et c'est courageux parce que c'est difficile. Marguerite Stern ou Dora se sont mis à dos incalculable de personnes et se font détruire aujourd'hui par leurs anciens amis, finalement. Beaucoup de courants féministes considèrent que peu importe l'origine, peu importe la religion, le principal problème reste avant tout le patriarcat et une certaine éducation qu'ont reçue les hommes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je vois ça comme une certaine naïveté ou un manque de recherche sur les autres cultures. Moi, je suis toujours assez ébahie de voir à quel point ces militantes féministes, mais plus globalement la gauche, ne connaît pas finalement les personnes issues de l'immigration. Elles ne connaissent pas ces cultures-là, elles ne les ont parfois jamais fréquentées, et elles ne se rendent pas compte que parfois on joue aussi avec le feu. On le voit aujourd'hui en France, on a des débats qu'on n'aurait jamais pensé avoir. Le débat sur la laïcité montre bien qu'il y a des cultures qui ne considèrent pas du tout de la même façon que nous le rapport à la religion, par exemple. Et ça, c'est le fruit de l'immigration, finalement. Et c'est pareil, selon moi, pour la question des droits des femmes. C'est exactement la même chose. Il y a des cultures qui ne considèrent pas ça de la même façon. Il y a des cultures où on excise les femmes, il y a des cultures où on voile les femmes. Alors, je ne suis pas en train de dire que notre culture est meilleure qu'une autre et parfaite. C'est pas tout à fait ce que je dis. Mais je dis qu'on n'a pas le même système de valeurs et qu'on fait cohabiter des gens qui n'ont pas le même système de valeurs ensemble en pensant que le vivre ensemble va marcher. On voit bien qu'il ne marche pas. Nous, aujourd'hui, une explication au harcèlement sexuel, Céline Pina l'explique assez bien dans ses ouvrages, je ne suis pas une femme de droite, elle explique assez bien qu'il y a une sorte de hiérarchisation de la pureté, en fait, qui s'est mise en place dans la rue, et qu'à partir du moment où on ne porte pas le voile, on n'est pas du tout considéré de la même façon. Ça aussi, c'est une réalité. Donc en fait, moi, c'est vraiment ce que je conseille, et je reviens de Lampedusa, là, justement, l'île où on a vu, qui a fait l'objet de beaucoup, de l'actualité dernièrement, puisque elle a vu arriver 11 000 migrants sur ces terres. Il n'y avait pas une seule personnalité de gauche qui était là. Alors, il y avait des ONG, évidemment, mais je n'ai pas vu ces personnalités nous donner des leçons à longueur de journée, je les ai pas vues là-bas. C'est que la droite
qui s'est déplacé et qui allait constater ce qui se passait. Et là, en discutant avec les migrants, voilà, on se rend bien compte, et c'est pas grave, je veux dire, qu'on n'a pas la même vision des choses, qu'on n'a pas le même fonctionnement, qu'on n'a pas le même rapport à la violence ou à la mort. Et faire venir en masse des personnes, notamment des hommes, qui appartiennent à un système de valeurs différent, sans leur proposer un système d'assimilation viable. Et de toute façon, ce système d'assimilation, quand bien même il serait viable, il est inadapté avec la masse qui arrive. C'est évident que ça crée un choc. Très bien. Justement, en parlant de Lampedusa, vous dénoncez aussi une certaine omerta au sein de ces ONG, notamment de la part de certaines femmes qui auraient vécu des agressions sexuelles à Lampedusa même, à l'arrivée de ces migrants, mais qui préfèrent ne pas en parler. Pourquoi, selon vous? Est-ce que c'est un syndrome de Stockholm, ou est-ce justement pour préserver uniquement cette euphorie, cette utopie de l'homme à accueillir? Vous savez, nous, on a vraiment assisté à des choses, pas forcément à Lampedusa, mais plus contact avec les associations, à des choses très, très violentes. Nous, on a quand même entendu des témoignages de femmes nous raconter que elles étaient bénévoles dans des associations telles que SOS Méditerranée, Utopia 56, etc., qu'elles étaient victimes de violences sexuelles de la part de migrants et qu'on leur demandait de ne rien dire parce que ce serait augmenter le racisme dont ils seraient victimes par la suite. Et je trouve ça criminel d'en venir à brimer les femmes alors qu'elles ont subi une violence sexuelle. C'est criminel parce que c'est participer finalement à cette omerta et au fait qu'on ne veut pas reconnaître que voilà, on n'a pas forcément le même rapport au corps des femmes dans d'autres cultures. Et au-delà de ça, je me souviens aussi de ce fameux scandale qui avait concerné Utopia 56 où on demandait aux bénévoles de s'habiller de façon très longue, surtout pas de mini-shirts, surtout pas de mini-jupe. Ça veut dire des choses. Pourquoi est-ce qu'on demande ça? Pourquoi est-ce qu'on demande ça à des jeunes femmes? C'est qu'il y a un risque, qu'il y a un danger. S'il y a un danger, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Et ça, des témoignages arrivent. Je trouve qu'il y a une véritable libéralisation de la parole là-dessus. Alors, toujours dans la continuité de MeToo, évidemment, mais sur un autre thème. Mais c'est encore trop... je trouve que c'est encore trop timide. Justement, vous, en tant que collectif féministe qui est maintenant catégorisé de droite voire d'extrême droite, est-ce que vous estimez subir de la censure? Oui, je pense que c'est de la censure. Vous savez, on est souvent convoqué. Enfin, voilà, on a CNews qui fréquemment nous fait intervenir sur des questions de violence faites aux femmes et de ce genre de choses. Et c'est vrai que plusieurs fois, sur des plateaux, j'ai vu des hommes m'expliquer que ce que je vivais n'existait pas. Voilà. Que en tant que jeune femme, le harcèlement sexuel, non, ça n'a aucun rapport avec l'immigration. Alors que les chiffres le disent, c'est écrit noir sur blanc sur le site du ministère de l'Intérieur. Hein. Mais non, ça n'existe pas. C'est faux, je mens. Et donc oui, je trouve qu'il y a une certaine censure vis-à-vis des femmes qui aujourd'hui est expliquée là. Tout va bien tant qu'elles se font agresser par des hommes blancs. Le jour où par contre c'est un homme issu de l'immigration, alors là il n'y a plus personne. Alors là vous ne serez plus jamais soutenus. Voilà. Et c'est pour ça que c'est important qu'il y ait des collectifs comme nous qui existent, qui se mettent en place, qu'il y ait une libéralisation de la parole à ce niveau-là pour permettre aux jeunes femmes qui ont été traumatisées et agressées d'avoir une île finalement, pas comme Lampedusa mais une autre à laquelle se raccrocher. Aujourd'hui, vous menez notamment sur Internet, que vous médiatisez du moins des actions coup de poing, mais aussi vous faites témoigner des membres de votre collectif, le tout sur Internet, en vidéo. Pourquoi avoir choisi ce moyen de communication et comment vous en êtes arrivé à produire ce genre de contenu? Alors nous, on a vraiment cherché à libérer la parole et à montrer que derrière tous ces témoignages, il y avait des visages de victimes. Parce que très souvent, on lit des faits divers, mais derrière un fait divers, on l'oublie finalement. On voit pas un visage, on voit pas le récit, on voit pas la jeune femme qui vous regarde droit dans les yeux et vous dit voilà ce qui m'est arrivé et j'avais 12 ans. On voit pas ça en fait dans les médias traditionnels, dans les médias papier. Voilà, la rubrique fait divers, on l'ouvre, on la regarde, on se dit que c'est horrible et puis on passe à autre chose. Et le lendemain, ce sera un nouveau fait divers. Nous, on veut vraiment interpeller là-dessus et dire mais en fait derrière chaque femme, derrière chaque victime, derrière chaque récit, il y a un visage et c'est important de le rappeler ça. Parce que si on veut marquer les gens, il faut qu'ils se rendent compte que ça peut arriver à leur petite sœur, ça peut arriver à leur mère, ça peut arriver à leur sœur. Et du coup, ils ont besoin de voir ça. Donc nous, on a vraiment décidé, et je remercie d'ailleurs les femmes militantes chez nous ou pas d'ailleurs, parce que d'autres femmes ont accepté aussi de témoigner pour nous, à visage découvert, parce que c'est pas facile. C'est pas facile de parler d'une agression qu'on a pu subir. Parfois, c'est humiliant, on se sent pas très à l'aise d'en parler. Mais c'est hyper important, je trouve, parce que ça va rassurer d'autres femmes qui vont se dire, ah ouais, jusque-là, je pensais que c'était moi. On m'avait dit surtout pas le dire. Elle le dit. Donc je vais pouvoir me le dire moi aussi. Et je suis persuadée que ça peut
provoquer voilà un véritable phénomène de voilà on va vraiment centrer sur ce problème-là les projecteurs, quoi. Vous faites aussi énormément d'actions coup de poing, notamment une où vous êtes déguisé, en tout cas vous étiez vêtu de burqa. Est-ce que vous pouvez nous raconter cet événement et encore une fois, pourquoi avoir choisi de médiatiser sur Internet? Bien sûr. Alors nous, en fait, on n'a pas eu beaucoup de choix quand on s'est monté. Il faut savoir qu'on était un tout petit groupe, on était 6 jeunes femmes. Tout ce qu'on avait, c'était notre détermination. On n'avait ni moyens, ni médias, on n'avait rien du tout. Et la façon la plus rapide de se faire connaître, c'était de choquer, d'utiliser des images choquantes, d'utiliser des montages, enfin des mises en scène un peu choquantes, d'utiliser des chiffres qui choquent. Et c'est vrai que nos premières actions, je pense à une qui avait particulièrement marché en janvier 2021, lors du Hijab Day, on s'est mise place du Trocadéro en niqab intégral. Avec une question ouverte, les femmes dans 50 ans, pour l'interrogation. Ça avait suscité une explosion médiatique, aussi bien sur les réseaux sociaux que dans les journaux plus traditionnels, parce que les gens avaient vu, en fait, à quoi ça pouvait ressembler la France dans 50 ans si on laisse une islamisation telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui se mettre en place, finalement. Parce qu'on n'est pas à l'abri qu'un jour ce soit la burqa, hein, pas du tout. Ce n'est déjà le cas. Et c'est vrai que nous, on a voilà décidé d'utiliser ce moyen-là et les réseaux sociaux, qui sont pour une association comme nous qui ne passera jamais dans les médias mainstream ou jamais de la bonne façon, ce sera parfois moqué, notre message sera galvaudé. Il faut savoir que nous, vraiment, on n'a aucune condamnation sur nos casiers judiciaires. Ni moi, ni l'association n'a été pénalisés. Et pourtant, on a des médias qui disent que nos banderoles sont racistes, que machin, alors qu'on n'a jamais fait l'objet d'une enquête pour racisme, jamais. En tout cas, on n'a jamais eu de condamnation. Et c'est vrai que nous, voilà, on n'a pas mis le choix finalement. Aujourd'hui, des médias, CNews commencent à parler de nous, mais il y a encore quelques années, c'était très difficile. Donc Internet était un véritable réservoir pour nous propulser. Justement, vous avez aussi interpellé Gérald Darmanin en pleine rue, une polémique de plus. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne souffrez pas aussi des nombreuses polémiques que vous créez intentionnellement? On est des agitatrices, nous, hein, donc on aime ça. Très clairement, on aime ça. Notre but, il est de choquer. Donc pour toujours décaler un petit peu plus la fenêtre. Donc en fait, nous, c'est ce qu'on cherche aussi. On cherche le buzz. Et pas dans une optique de devenir des petites stars de la droite. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de nous faire connaître, de nous faire entendre, de crier notre voix. C'était vraiment ça, hein, quand l'association s'est montée. Nous, on s'est dit, on veut pas être étouffé, en fait. On veut pas être étouffé, on veut pas... on ne veut plus accepter ce silence autour de ce harcèlement de rue qui est insupportable. Et encore, quand je parle de harcèlement de rue, l'expression est douce finalement parce que ce n'est qu'une face visible de l'iceberg. Il y a toutes les agressions qui se passent dans la rue. Enfin, je veux dire, là, on sort d'un été. L'été 2023 a été glaçant en termes d'insécurité. Il y a eu des viols toutes les semaines, tous les 2 jours, il y avait une nouvelle agression sexuelle. Enfin, ça a été incroyable. Il y a eu l'affaire Mégane à Cherbourg, il y a eu 3 viols à Strasbourg. Enfin, et même dans des villes qui initialement ne faisaient pas l'objet d'une insécurité folle. Et c'est ça qui est extrêmement inquiétant. Parce que même des villes où on pourrait se dire, bah, je vais me rabattre là-bas en quittant les métropoles pour un peu plus de sécurité pour protéger mes filles, bah, on pourra plus, en fait, finalement. Et même les campagnes, j'imagine, finiront peut-être de la même manière. Et donc, quand on voit tout ça, on peut plus accepter que ce soit pas dit. Parce que si vous prenez les faits divers un par un, très fréquemment, il y a des cas réalisés par des étrangers, si ce n'est l'écrasante majorité, souvent sous OQTF. Donc moi, quand j'ai pu croiser Gérald Darmanin, je lui ai demandé où est-ce qu'on en est des OQTF. On en est où dans l'expulsion? Parce qu'en fait, quand on voit le nombre de personnes sous OQTF qui passent à l'acte et qui agressent des femmes dans la rue, c'est effrayant et c'est toujours hyper frustrant parce qu'on se dit en fait c'est des agressions qui auraient pu être évitées si la loi était appliquée. Là, on demande même pas d'ajouter quoi que ce soit à la loi. On demande juste son application. Ça, c'est toujours pas fait. Voilà. Donc on se demande où en est la priorité finalement de lutte contre les violences. Au sein de la droite, plutôt je dirais au sein des droites, il y a aussi des courants très conservateurs, que ce soit des hommes ou des femmes très conservatrices qui veulent pas forcément cette égalité homme-femme sociale. Comment est-ce que vous vous placez par rapport à eux?
C'est une excellente question parce que, en effet, eux vont peut-être adhérer à notre discours pour d'autres raisons, pas pour le côté émancipation enfin là on n'en est même pas à un niveau d'émancipation, on en est juste à vouloir être tranquille dans la rue et en sécurité. Donc oui, j'entends ce discours-là. Moi, mon but, il est de gagner les foules. Il est que vraiment ce que je dis puisse être dit par d'autres femmes, par d'autres hommes, et que vraiment de gagner du terrain. Donc moi, je suis pas là à provoquer du débat sur le fond. Moi, tout ce que je traite, c'est des faits, c'est des statistiques, c'est factuel, c'est des choses qui existent. À partir de là, je ne serai jamais opposée à ce qu'une personne aux antipodes de mes convictions morales ou religieuses ne s'allie pas à nous, on ne parle pas de la même chose. Voilà. Donc moi, je pense que c'est vraiment important de s'allier. Ces actions vous ont créé aussi une notoriété. Est-ce que vous en avez subi les conséquences de cette notoriété? Oui, comme toute notoriété, qu'elle soit politisée ou pas. Alors j'ai peut-être plus d'ennemis que certaines autres personnalités des réseaux sociaux ou quoi, mais en fait on se rend bien compte que la haine ou le harcèlement en ligne vont concerner un peu tout le monde finalement. Moi, le plus gros risque que j'ai, ce serait peut-être dans l'espace public justement, parce qu'il y a le fait que je sois une jeune femme, donc potentiellement victime de harcèlement sexuel par des personnes issues de l'immigration, mais aussi une jeune femme connue pour ses positions anti-migratoires, anti-islamisme. Et du coup, à ce titre, oui, je peux être victime de certaines pressions. Donc c'est un nouveau fonctionnement, je dirais, de vie. C'est-à-dire que j'évite les transports en commun, je paye plus cher mon abonnement à la salle pour avoir une salle en effet un petit peu plus privilégiée pour éviter voilà un certain nombre de profils. Toute ma vie est changée en fonction de ça, mais après c'est un engagement, c'est aussi une vocation mon association et j'en suis très fière. Et c'est aussi de s'exposer, c'est gratifiant parce qu'en fait moi j'ai beaucoup de militantes qui ne s'exposent pas pour des raisons de sécurité. Mais du coup, c'est vrai que c'est celles qui s'exposent qui vont avoir le plus rapidement les remerciements, qui vont être reconnues dans la rue, qui vont être remerciées, qui vont être saluées, etc. Donc en fait, je trouve que c'est quand même assez équilibré, on va dire le quota risque et remerciements. Voilà. Donc en vérité, voilà, moi c'est pas. J'en ai souffert au début parce que j'étais pas prête, parce que le harcèlement en ligne peut être très violent, parce qu'on a peur pour sa famille. Mais très honnêtement, maintenant, je le gère plutôt bien. Par contre, c'est évident que c'est renoncer à une certaine liberté, ça c'est sûr. Moi, j'ai eu peur après un passage télé où j'étais face à un rappeur qui répond au nom de Brulux. C'était sur Touche pas à mon poste. Et il faut savoir que je me suis pris après sur les réseaux sociaux toute sa communauté, toute sa cité en fait, qui est venue m'insulter, me menacer, dire on va jongler avec la tête de ton père. Enfin, j'ai vu des choses effarantes. Et en fait, même si on se dit c'est que des mots, il y avait eu l'affaire Samuel Paty peu de temps avant. Voilà, c'est quand même, on a tout ça en tête, on se dit il suffit d'un fou. Et là, c'est pour nous, quoi. Alors que mon discours, en plus, il est pas, je parle pas du Coran, je parle pas d'Allah, je parle pas de ces choses-là. Moi, c'est très personnel. Moi, je parle du comportement d'une communauté, point barre. Mais je pense pas que la différence soit forcément faite dans la tête de tout le monde. Donc oui, le risque, il est présent. Mais comme je l'explique, voilà, j'ai changé mon organisation, j'ai restreint mes libertés. Oui, moi, je vais pas n'importe où. Je suis toujours aux aguets dans la rue, ça c'est sûr. Mais je trouve que c'est un combat tellement essentiel que je le fais de bonne grâce. Mettez un voile, vous serez plus belle. Comment est-ce qu'on peut laisser passer ce genre de phrase à votre avis quand on est une militante féministe et peu importe qu'on soit de gauche ou de droite? Eh ben, quand on est une militante féministe d'extrême gauche, on ne va surtout pas défendre une militante féministe de droite, ça c'est évident. Le combat des femmes, c'est nous toutes, mais pas nous toutes sauf Némésis, nous toutes sauf les femmes qui ne sont pas de gauche, quoi. C'est un petit peu ça aujourd'hui, le maître mot, on va dire, des féministes. Nous on le voit, hein, que ce soit, il y a eu l'affaire Mila, il y a eu moi avec ce plateau télé là et cette phrase horrible qu'on m'avait dit, qui était en plus, enfin, minable et voilà, c'était pas du haut niveau, quoi. Mais en fait, des exemples comme ça, il y en a eu plein. Je pense à Mégane à Cherbourg. Elle a pas eu de chance. Non seulement elle a été violée dans des conditions atroces, mais en plus elle n'a pas eu dommage parce que son agresseur avait des origines. Voilà, ça c'est une réalité. Nous, on s'est rendu compte que quand on proposait des cagnottes pour cette jeune femme, qu'on avait des militantes qui essayaient de proposer des cagnottes pour la soutenir auprès des féministes de gauche, la cagnotte était supprimée. Enfin, je veux dire,
Il y a un moment, ces femmes-là ne s'en cachent même pas. On les a pas entendues sur l'affaire Lola. On les a pas entendues. Par contre, juste après l'affaire de Cherbourg, ça m'avait particulièrement marqué. Dans une ville, il y a eu une remarque qui a été faite à une jeune femme parce qu'elle a été seins à l'air lors d'une manifestation. Elle s'est prise une amende, il me semble, pour exhibition. Et alors là, toutes les féministes se sont mobilisées. On les a toutes vues manifester contre la répression, contre le patriarcat. Alors qu'on a une jeune femme à Cherbourg qui s'est faite violer jusqu'au poumon. Je veux dire, il y a un moment, c'en est sordide. La même chose, une joueuse de football en Espagne qui s'est fait embrasser de force par son entraîneur, et embrasser de force, on n'est pas encore trop sûr. Bon bref, c'est pas à moi de juger. Alors là, toutes les féministes étaient mobilisées, alors qu'on a une fille à Cherbourg qui s'est fait violer dans les conditions qu'on connaît. Et là, ça n'a fait pas, elles n'ont pas bougé un petit doigt. Voilà, elles ont même supprimé les cagnottes. Il fallait absolument pas parler de ces cagnottes-là, parce que l'agresseur les dérange. En fait, c'est la couleur de l'agresseur qui fait qu'on en parle ou pas. C'est une vérité, ça, ce que je dis. Et d'ailleurs, c'est vérifiable, et toutes les personnes qui regardent mon entretien pourront le vérifier. On les a pas entendus sur l'affaire Mégane. Ouria Boutedja disait dans un de ses ouvrages qu'il fallait se protéger au sein d'une communauté racisée et donc effectivement ne pas dénoncer les cas d'agression sexuelle ou de viol au sein même de la communauté. Il fallait laisser la communauté régler ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il n'y a pas un recul aussi de l'état de droit? Si, il y a un véritable recul de l'état de droit, et puis il y a un véritable... je veux dire, quand on en vient à taire les femmes sur des agressions qu'elles ont vécues, parce que là, ça veut dire qu'elle incitait des femmes même à ne pas porter plainte. Je veux dire, c'est quand même très grave. C'est très grave d'entendre ça de nos jours. Et oui, il y a un véritable recul. Je pense que ces gens sont, très honnêtement, leur idéologie, en fait, sera toujours au-dessus des violences faites aux femmes. Et d'ailleurs, pas que des violences faites aux femmes. Tout ça signifie, s'il y a des cas de pédophilie dans cette communauté, du coup, il faudra pas en parler. C'est ça, en fait, la vraie question derrière. On règle ça entre nous, mais mais ça ne se passe pas comme ça dans notre pays. Donc oui, je pense qu'il y a une incompatibilité de mentalité qui est énorme. Moi, ce que je conseille vraiment aux femmes aujourd'hui, c'est de ne plus avoir peur. On peut considérer en effet que notre discours est exagéré, mais vous pourrez jamais nier de qui vous avez peur dans la rue, c'est évident. Et je pense aussi, enfin moi, si j'avais aussi quelque chose à transmettre, c'est le mâle blanc cis-dominateur hétérosexuel qui est si souvent dénoncé par les féministes de gauche, bah, c'est aussi votre père, quoi. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi se rappeler. Quand elle dénonce ce mâle blanc comme s'il était le responsable de tous les maux, elle s'en prennent à nos parents aussi, d'une certaine façon. Et dénoncer les agresseurs, oui. Systématiser le mâle blanc comme étant l'unique agresseur, non.